Dans l'actualité de ce mercredi, Conseil des ministres, le gouvernement se penche sur la question sécuritaire face à la nouvelle envolée des attaques terroristes meurtrières de ces dernières semaines. Des mesures sont annoncées surtout pour l'aide à apporter aux nombreux déplacés internes qui fuient l'insécurité. La crise du foncier toujours au centre des préoccupations de la coalition des associations de défense des droits au logement. La CADDL demande avec insistance le traitement et l'apurement du passif du foncier. Une sortie médiatique sous forme de pression, la CADDL menace de muscler ses revendications si les lignes ne bougent pas. Et puis, dans ce journal, le portrait d'un homme de droit, d'un homme politique, d'un auteur, d'un grand serviteur de l'État. Luc Marius Ibriga quitte l'administration publique et la tête de l'ASELC. Il a donné hier son dernier cours à ses étudiants de l'université Thomas Sankara. Une nouvelle vie commence pour celui qui a eu plusieurs vies. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, direction le palais de Kosiam. Conseil des ministres ce mercredi. Un conseil des ministres, on l'imagine, dominé par la question sécuritaire en l'espace de quelques semaines. Plusieurs localités touchées par des attaques terroristes meurtrières avec des bilans très lourds et des vagues de déplacés internes importantes. Le gouvernement annonce des mesures de prise en charge, dont une bonne partie déjà en cours d'exécution. Abdourazak Traoré. Le Conseil des ministres de ce jour ne pouvait faire l'économie de la question sécuritaire. Trop de sang versé, trop de familles endeuillées les 2 dernières semaines. En plus des 3 occidentaux et le membre des FDS burkinabé enlevé la semaine dernière puis retrouvé mort le lendemain sous l'axe Fadapama, la nation pleure depuis ce lundi une trentaine de civils tués dont 2 volontaires pour la défense de la patrie dans la région de l'Est. Au Sahel, dans la commune de Seitenga, c'est une vingtaine de personnes qui ont été tuées dans des attaques contre des villages selon des sources sécuritaires. 2 semaines sanglantes donc qui font réagir le gouvernement. À l'Est et aussi au Sahel. Donc le gouvernement a réitéré donc ses condoléances aux dites familles et donc souhaité un prompt rétablissement aux blessés de ces attaques, tout en réengageant l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour que ces actes ne restent pas impunis, d'une part, et qu'il soit amélioré en tout cas la protection des populations civiles dans un regain véritablement d'efficacité de nos forces de défense et de sécurité. En plus des régions de l'Est et du Sahel, le Nord a été aussi sérieusement secoué par des incidents sécuritaires ces dernières semaines. Des attaques qui ont été perpétrées dans la commune de Koumbri, dans le Yatenga. À l'heure du bilan, en tout, ce sont près de 18 000 Burkinabés qui ont fui les persécutions terroristes ces derniers jours au Burkina Faso. Et au nord, les attaques terroristes ont provoqué un déplacement de 10 225 personnes. Au Sahel, de 3 252 personnes et à l'Est, 4 447 personnes. Donc ont pu ou ont dû naturellement donc quitter leur village, leur hameau, suite naturellement à cette situation d'insécurité. Dans ces personnes, il y a aussi autant d'hommes, de femmes que d'enfants. Donc ce sont essentiellement des ménages qui sont concernés par ces déplacements. Des déplacés internes qui n'ont pas été oubliés, foi du porte-parole du gouvernement. Il rassure que ces populations en détresse sont assistées par les services sociaux étatiques. Le gouvernement donc a noté avec satisfaction les mesures d'urgence prises par ce département et qui a consisté d'abord à accueillir et à loger ces personnes. Nous avons 2 façons d'accueillir et de loger les personnes déplacées. D'une part, c'est de les mettre dans un site avec des abris, et d'autre part, c'est de retrouver des familles hôtes, puisqu'ils se déplacent dans une autre localité. C'est de faire en sorte que la solidarité, donc, dans la communauté dans laquelle ils sont reçus ou dans les communes où ils sont reçus, que des familles acceptent d'accueillir donc les personnes qui se déplacent. Ensuite, le gouvernement a été très satisfait de constater que les premiers appuis alimentaires et matériels aussi ont été assurés. Des appuis alimentaires assurés, mais force est de constater que certaines localités restent inaccessibles du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Pour ces localités, le gouvernement annonce des convois aériens. Outre la sécurité, le Conseil des ministres de ce mercredi s'est aussi penché
sur des dossiers d'ordre infrastructurel avec notamment l'adoption de 2 rapports sur le PRISE, le programme des infrastructures socio-économiques, mais il a été aussi question de diplomatie. Arsène Koditamde. Le Burkina Faso renforce ses représentations diplomatiques à l'étranger. Pour faciliter les séjours des Burkinabés, l'exécutif vient d'autoriser l'ouverture de 3 consulats, l'un à Bujumbura au Burundi et les 2 autres aux États-Unis. Le Conseil des ministres a adopté 6 décrets, 3 décrets portant ouverture de consulats honoraires. Le premier décret donc porte ouverture d'un consulat honoraire à Bujumbura, c'est à au Burundi. Le deuxième décret porte ouverture d'un consulat honoraire à Houston, c'est aux États-Unis. Et puis le troisième décret porte ouverture d'un consulat honoraire au New Jersey, et c'est aux États-Unis également. Les 3 autres décrets consécutifs à ces premiers portent nomination des consuls honoraires à ces postes. Ce 5 mai, l'exécutif décide également de la construction de 48 000 latrines au profit des populations de 4 régions, les Hauts-Bassins, la boucle du Moune, le sud-ouest et les Cascades. Il s'agit donc de faire en sorte qu'à la fin de la réalisation des travaux, il soit disponible environ 48 000 latrines familiales au profit des populations de ces régions que je viens de citer. Et le Conseil des ministres a autorisé donc l'attribution des marchés à 55 entreprises ou groupements d'entreprises pour une valeur de 9 milliards de francs CFA. Et ces marchés sont donc financés pour une partie par la Banque mondiale et pour une autre partie par le budget de l'État. Le Conseil des ministres s'est dit satisfait de la mise en œuvre du PRISE, le programme des infrastructures socio-économiques. Un programme qui a pour objectif d'accélérer les réalisations d'infrastructures dans les domaines de l'éducation, la santé et les sports entre autres. Le taux d'exécution est de 95% et environ 11 milliards ont été nécessaires pour produire ces résultats jugés satisfaisants. Par exemple, en ce qui concerne l'offre d'éducation, le bilan 2020 fait ressortir 42 complexes scolaires qui ont été donc construits au cours de l'année 2020 sur un objectif aussi de 42 complexes scolaires. Au titre de l'offre de santé, le programme a pu donc réaliser 23 CSPS. Le CSPS, c'est le centre de santé et de promotion sociale, qui sont dans nos communes, sur un objectif de 25 CSPS à construire en 2020, dans un objectif de développer l'accès à l'eau pour les populations en milieu rural. Sur un objectif de 97 forages, 69 ont pu être réalisés. Et puis, une adduction d'eau potable aussi a pu être achevée. Des autorisations ont été accordées pour des marchés par la procédure d'entente directe pour la tranche 2021 du PRISE. Le montant de cette enveloppe est de 6 milliards environ et doit permettre de construire 26 complexes scolaires équipés, 15 CSPS, un bâtiment administratif et 92 forages. Les entreprises locales vont être privilégiées pour ces réalisations. C'est un sujet qui génère des tensions parfois très vives entre individus, municipalités et sociétés immobilières. L'épineuse équation du foncier et du logement. Les associations de droit au logement s'y intéressent de près et font pression. Hier, la CADDL est montée au créneau. Elle demande au gouvernement l'apurement du passif du foncier et brandit la menace de passer à une autre étape pour ses revendications si les lignes ne bougent pas. Benjamin Kwame. C'est un lieu choisi à dessein pour cette conférence de presse à quelques pas des habitats spontanés dans l'arrondissement 11 d'Ouagadougou. Une manière pour la coalition des associations de défense pour le droit au logement du dit arrondissement de prendre l'opinion nationale à témoin sur le problème de foncier dans le secteur qui n'évolue pas depuis 2003 malgré quelques actions entreprises par les différents gouvernements. Une action donc pour tenter de récupérer leurs terres. Nous avons créé notre coalition, inviter tous ceux qui ont des problèmes de venir pour qu'ensemble nous puissions défendre notre droit au logement. Disons, pour que nous puissions défendre nos maisons, nos parcelles qu'on a volées, pour qu'on nous les rétrocède. Pour apurer le passif, le président du Faso a annoncé 700 hectares disponibles à Ouagadougou et 400 hectares à Bobo-Dioulasso. Bonne foi pour certains, mais la coalition pense à une diversion, car malgré cette annonce, la question divise encore les Burkinabés et elle se veut on ne peut plus claire avec cette sortie médiatique qui sera suivie d'actions très fortes. Que les autorités reconnaissent que les lotissements n'ont pas été bien faits et qu'il va falloir revoir.
les autorités jouent avec le temps. Ce n'est pas pour vraiment prendre ses responsabilités pour apurer le passif. Nous allons mener des actions. C'est à cause de cela que nous disons que nous tenons l'opinion publique à témoin. Nous allons construire nos maisons pour que les pluies ne les coulent pas sur nos familles. Une action qui fait office d'un ultimatum qui tient sur un mois après cette conférence de presse, nous annonce-t-il. Mieux, en appelant les autorités à l'apurement de leur zone. La coalition appelle aussi les ministères en charge des questions sur le cas des inondations dans l'arrondissement 11. L'arrondissement 11, à l'instar des autres arrondissements de la ville de Ouagadougou, est confronté très souvent aux inondations lors des saisons pluvieuses dues à l'abandon de l'assainissement de la ville par les autorités communales. Nous voulons les interpeller pour le cas de Boborgo, de l'arrondissement 11 plus précisément. Il faut apurer le passif, vaille que vaille, quelle que soit la manière. Sinon, si nous allons encore rester dans cet état-là, ça serait difficile. Certains ont payé 100 000, 50 000, d'autres y vivent toujours et ils attendent. Le gouvernement a lancé la construction d'une gare de train à l'arrondissement 11. La coalition des associations de défense pour les droits au logement appelle également le gouvernement à régler leurs préoccupations avant d'entamer ce chantier qui démarre proprement en 2022. Tout autre chose, le ministre en charge de l'Éducation nationale, toujours en consultation auprès des acteurs intervenants dans le système éducatif, Stanislas Ouaro, prépare les assises de l'Éducation nationale. Il a rencontré l'Académie nationale des arts, des sciences et des lettres du Burkina Faso après s'être entretenu avec le Conseil économique et social. John William Somda. Point de repos pour le ministre en charge de l'Éducation nationale le 4 mai dernier. Entre la matinée et la visite au CES et l'après-midi au siège de l'ANSALBF, Stanislas Ouaro s'est surtout attelé à présenter les thèmes de référence des prochaines assises nationales sur l'éducation. Au Conseil économique et social, le ministre s'est surtout réjoui de la disponibilité du président Moïse Napon et ses collaborateurs. Je suis venu rencontrer le président du Conseil économique et social, qui est une structure, vous savez très bien, de veille, une structure de réflexion, une structure de proposition de solutions dans le domaine économique et social. Et donc, c'est une structure qui contribue énormément aux réflexions sur la question de l'éducation de façon générale. Et donc, pour nous, c'est une très bonne chose d'être reçu par cette institution et de pouvoir échanger sur les préoccupations du système éducatif et sur l'organisation de ces assises. Structure de veille des différentes politiques de développement de notre pays, le CES, par la voix de son président, a rappelé le besoin ô combien important d'associer tout le monde dans la recherche des meilleures solutions pour notre système éducatif. C'est tout le monde qui rentre dans cette affaire d'éducation. Il ne s'agit pas simplement ni d'un maître, ni d'un parent, mais l'enfant appartient à tout le monde et tout le monde l'éduque. Je crois qu'en touchant toutes les parties prenantes, c'est l'idée d'amener tout le monde à réfléchir et à trouver des solutions qui soient des solutions durables pour que l'éducation de notre pays puisse former des hommes intègres. Quelques heures après le CES, le ministre Stanislas Ouaro s'est rendu au siège de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, en salle BF. À ce niveau, il a également été question des assises nationales sur l'éducation. Au regard donc du rôle que joue l'Académie dans le développement de l'éducation dans notre pays, et c'est pour cela que nous sommes venus rencontrer l'Académie, présenter la situation, et surtout notre souhait c'est de recueillir des membres de l'Académie et donc de l'Académie des suggestions, des orientations, des propositions et des amendements sur nos TDR afin de nous permettre de mieux organiser ces assises-là pour le bien du peuple burkinabé et pour le développement de notre système éducatif. À la sortie de l'audience accordée à Stanislas Ouaro, le président de l'ANSALBF s'est satisfait de la démarche adoptée par le ministre dans la préparation et l'organisation des prochaines assises nationales. Et nous sommes heureux ce soir, par exemple, que le ministre de l'Éducation nous ait entretenu de ses préoccupations par rapport à ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et en fonction des compétences dont l'Académie dispose et en toute, impartialité, nous allons donner
nos avis, nos conseils au ministre. Dans un contexte surtout marqué par les manifestations scolaires et le besoin poussé de réfléchir sur le meilleur système éducatif pour notre pays, le ministre Stanislas Ouaro est à pied d'œuvre pour une meilleure organisation des assises nationales sur l'éducation. L'éducation supérieure, lui, la connaît très bien. Il enseigne depuis près de 30 ans dans les universités, professeur de droit, constitutionnaliste, mais aussi auteur, homme politique, contrôleur général d'État, toute une vie, en plusieurs vies. Luc Marius Ibriga marche allègrement vers la retraite. Il quitte la tête de l'ASELC normalement dans le mois de septembre prochain, mais pour l'enseignement, c'est terminé. Hier, le professeur Ibriga a donné son tout dernier cours à ses étudiants de l'université Thomas Sankara. Un exercice de revoir dans une atmosphère assez légère et surtout chargée d'émotions. Son portrait signé Benjamin Kwame. C'est la ville de Korogo, en République de Côte d'Ivoire, qui a vu naître Luc Marius Ibriga en 1956. Un érudit pluridisciplinaire et acteur très actif dans l'environnement socio-politique burkinabé. Des années en arrière, cet enseignant de droit à l'université de Ouagadougou assurait la présidence du FOCAL, le Forum de citoyennes et citoyens de l'alternance, et membre du Front de résistance citoyenne FRC. Le Front de résistance citoyenne, justement, dont il est le porte-parole en 2014. Une année au cours de laquelle le professeur Ibriga avait réclamé l'audit des comptes publics du pays afin de poursuivre tous ceux qui sont coupables de crimes économiques et l'arrestation du président déchu Blaise Compaoré. Un engagement qui a sans doute concouru à sa nomination le 23 novembre 2014 à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption par le président de la transition à l'époque, Michel Kafando. Je le jure. Le professeur Luc Marius Ibriga, depuis cette date, remplace Bruno Bessin, admis à la retraite. Ibriga est donc chargé de diriger l'institution de contrôle des finances, des détournements de fonds et de corruption dans l'administration publique avec une trentaine de membres. Dans ses nombreuses sorties médiatiques, le contrôleur général d'État prévenait les indélicats des comptes publics que dorénavant qu'ils sachent que quand on a commis une faute, on doit accepter d'en subir la sanction. Une manière pour lui de suivre toutes les ressources de l'État pour qu'elles soient bénéfiques à toute la communauté plutôt qu'à un individu. C'était donc la première fois depuis 2007, date de création de l'ASCLC, qu'au Burkina Faso, le président, le premier ministre, des ministres, des personnes qui seront à la tête des institutions déclarent leur bien au journal officiel, et cela pendant 7 bonnes années, au cours desquelles de bonnes actions ont été engrangées, mais aussi des insuffisances. Luc Marius Ibriga, c'est aussi cet éminent enseignant-chercheur à l'UFR, des sciences juridiques et politiques. Et ce 4 mai 2021, le professeur Ibriga donne son dernier cours magistral aux étudiants du département de droit de l'université Thomas Sankara. Un dernier cours, signe de revoir qu'aucun de ses étudiants n'a voulu manquer. Chacun ici veut prendre un souvenir avec l'homme de droit, des scènes qui émeuvent l'enseignant. Une très grande émotion, surtout le contexte dans lequel se passe ce dernier cours, avec un témoignage de nos étudiants qui expriment ainsi leur gratitude à leurs enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment le plus beau cadeau pour un enseignant. Luc Marius Ibriga dispense les cours de droit depuis 1992. 29 ans de passion passés avec les différents étudiants, animés de liberté et de proximité, des éléments qu'on garde toujours en mémoire. Je crois que c'est une passion pour moi, l'enseignement, et qui fait que je me suis donné à cette profession, surtout du fait de la liberté qu'on a dans cette profession et de la proximité qu'on a avec la jeunesse, qui fait que même si on prend de l'âge, dans la tête, on reste toujours jeune. Luc Marius Ibriga dit partir avec le sentiment d'avoir bien fait son travail, mais surtout d'avoir contribué à la formation des étudiants qui se sont appropriés ces différents cours. Dans ces années d'enseignement, j'ai toujours aussi enseigné et appliqué la rigueur. Et pour beaucoup d'étudiants, je crois que par la suite, ils reconnaissent que cette rigueur les a aidés beaucoup. Le professeur, c'est un vrai baobab. C'est une bibliothèque
est toujours vivante. C'est la dernière fois qu'il va donc enseigner ici. Et donc il est normal, plus que normal, donc ces étudiants se mobilisent pour le remercier à la hauteur donc de ses actions. Félicité, remercié et adulé, mais le départ du professeur Ibriga laisse un petit pincement au cœur pour Bienvenue Dosso. D'une part, je suis contente qu'il parte parce qu'il va pouvoir se reposer tout et tout. Et d'autre part aussi, je suis je regrette vraiment, je suis très mécontente de son départ parce que nous n'aurons pas vraiment le privilège qu'ont eu nos grands frères, parce que c'est quelques mois seulement nous avons fait avec lui, donc je suis mécontente. Le professeur Ibriga conseille à la jeune génération d'enseignants de se remettre toujours en cause dans ce métier, seul élément qui pourra leur permettre d'améliorer ou de modifier leur méthode d'enseignement. À l'ASULCE, l'auteur et le doyen de l'UFR de sciences juridiques et politiques annonce que son départ officiel à la tête de l'institution est prévu pour septembre 2021. Il appartiendra donc au gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré de trouver son successeur. Voilà cette nouvelle vie qui commence donc pour le professeur Luc Marius Ibriga. À présent, ce chiffre, 83%, c'est le taux des exécutions physiques des activités du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en 2020. Un chiffre dévoilé au cours du tout premier CACEM de l'année de ce département ministériel. Une réunion où la réforme du découpage administratif a été au centre des débats. Archimède Boy. Le gouvernement burkinabé veut réorganiser le territoire national afin de rapprocher davantage ses services des administrés et de faire face aux défis de sécurisation du territoire, des populations et de la cohésion sociale. Pour réussir cette mission, les acteurs du ministère en charge de l'administration territoriale réfléchissent ici à la réforme de l'organisation administrative du territoire national, enjeux et conditions de succès. C'est la thématique choisie à ce premier CACEM, Conseil d'administration du secteur ministériel de 2021, qui vise à proposer des orientations nécessaires à la réussite de ce processus. Nous sommes au stade de l'élaboration de la feuille de route et les résultats, les conclusions, les recommandations de ce CACEM vont nous permettre de finaliser la feuille de route qui va permettre d'entamer sereinement le processus de réorganisation, de redécoupage de notre territoire. En 2021, plusieurs défis restent à relever pour le département de Clémence Ouagadougou, notamment la relecture du Code général des collectivités territoriales et du Code électoral, ainsi que la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, miniers et fonciers. Il y a déjà un comité interministériel qui a été déjà mis en place pour aborder sereinement, en tout cas, la question du foncier dans notre pays. Donc, pour notre part, nous allons apporter notre contribution. C'est sûr qu'au niveau de ce CACEM-là, nous allons en parler et pouvoir, en tout cas, mieux contribuer au niveau du comité interministériel qui a été mis en place pour travailler sur la question foncière dans notre pays. Parmi les points à l'ordre du jour de cette rencontre figure la prochaine commémoration du 11 décembre dans la région du Plateau central. Et à ce jour, les préparatifs vont bon train selon la gouverneure de la région. Et à ce sujet, il faut dire que c'est à l'entrée de Vizignaré, il y a un village qui s'appelle le village de Sa. C'est ce village-là qui va abriter la cité des forces vives. À ce niveau, vous avez certainement constaté que des bornes ont été, que la parcellisation a été effectuée et que des bornes sont en train d'être enfouies. Et normalement, la fin de ce processus-là est attendue début semaine prochaine. Enfin, il ressort de ce CACEM que le ministère en charge de l'administration territoriale a atteint en 2020 un taux de réalisation physique de ses activités de l'ordre de 83,32%. Comparé au taux d'exécution réalisé en 2019, l'on note une amélioration de 7,3 points. Le SILS tire la sonnette d'alarme. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel craint une crise alimentaire et nutritionnelle plus aiguë en 2021-2022 dans la zone soudano-sahélienne. Il faut que des mesures soient prises, a-t-il recommandé au cours d'une conférence de presse, même si, dit-il, les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques sont plutôt bonnes. Abdelaziz Assari.
d'environ 73 millions de tonnes en 2019, la production céréalière dans la région soudano-sahélienne est passée à plus de 74 millions de tonnes en 2020. Et malgré cette hausse, la région fait face pour la deuxième année consécutive à une crise alimentaire et nutritionnelle touchant près de 17 millions de personnes pour qui il faut une assistance alimentaire immédiate. Selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, cette situation pourrait s'aggraver dans les prochains mois si des mesures appropriées d'assistance alimentaire et nutritionnelle ne sont pas prises à temps. Ces chiffres pourraient en effet atteindre en période de soudure 2021 environ 27,1 millions, dont 12,8 millions de personnes au Nigeria, 2,9 millions au Burkina Faso, 2,3 millions au Niger, 1,8 million au Tchad, 1,8 million en Sierra Leone, 1,3 million au Mali et près d'1 million au Libéria. Au regard de cette situation, le SILS et ses partenaires recommandent fortement aux décideurs gouvernementaux et aux partenaires techniques et financiers de se mobiliser pour mettre en œuvre des réponses appropriées face à cette crise alimentaire et nutritionnelle majeure. Concernant les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques pour la zone soudano-sahélienne, les chiffres appellent plutôt à l'optimisme. Il est attendu une saison pluvieuse 2021 globalement humide, avec des cumuls de pluie supérieurs ou équivalents à la moyenne sur la bande sahélienne allant du centre-ouest du Mali vers le Tchad, en passant par le Niger et le Burkina Faso. Elle va concerner aussi les parties nord du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et l'extrême nord-est de la Guinée. Par contre, les zones littorales de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du nord Sierra Leone, de l'est Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Cameroun pourraient enregistrer des quantités pluviométriques globalement équivalentes ou inférieures aux moyennes. Cette saison pluvieuse va globalement connaître une fête tardive sur presque toutes les bandes sahéliennes et soudaniennes, ce qui représente un avantage pour les principaux cours d'eau de la région qui tendent à tarir à cause de la sécheresse. Des écoulements supérieurs ou équivalents aux moyennes sont attendus dans les bassins ci-après: Niger, Sénégal, Gambie, Volta, Chari, Logone, Koumadougou-Yobé, Bandama, Komoé, Ouémé, Mono et Oti. Quant au bassin du Sassandra, du Cavali, du Mano, de Saint-Paul, de Saint-Jean et de Lofa au Libéria, il devrait enregistrer des écoulements globalement moyens à tendance déficitaire. Au regard de ces prévisions, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, recommande une gestion anticipative des risques d'inondation, de sécheresse, d'attaques phytosanitaires, mais aussi une adaptation du calendrier culturel et pastoral en fonction du profil de la saison. Voici un projet qui pourrait renforcer et contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants dans plusieurs régions, renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer et suivi budgétaire dans ce domaine particulier. Eh bien, le projet Right to Grow a été lancé par le ministère de la Santé, Sandrine Zougouri. Au Burkina Faso, ils sont nombreux, ces enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'une malnutrition. Selon les statistiques, 7,4% souffrent d'une malnutrition chronique de forme sévère et 25% de forme modérée. Des chiffres criards qui interpellent tout un chacun. Selon l'enquête SMART 2019, la malnutrition aiguë globale était de 8,1%, la malnutrition aiguë sévère de 1,1% et celle chronique se situait entre 7,4% pour la forme sévère et 25,4% pour la forme modérée. Chez les enfants de moins de 5 ans, cette malnutrition se traduit par un retard de croissance nationale de 25%, une insuffisance pondérale de 17,8% et une émaciation de 8,5%. Cette situation est aujourd'hui aggravée par la situation sécuritaire ayant entraîné de nombreux déplacements des populations et à la fermeture de plusieurs structures de santé dans les zones de conflit. Pour changer la donne, un projet voit le jour.
Right to Grow, qui veut dire le droit de grandir. Un projet qui viendra améliorer la situation nutritionnelle chez les enfants de moins de 5 ans, surtout ceux de la région du centre-nord, du nord et de l'est. Le choix de ces zones s'est fait compte tenu des statistiques qui sont assez alarmantes, disons préoccupantes dans la région du centre-nord, du nord et de l'est du Burkina Faso. Concrètement, sur le terrain, il s'agira pour nous d'abord d'identifier tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de renforcer les capacités, surtout de la société civile. Donc, tout ce qui est organisation de la société civile qui intervient au Burkina dans le domaine de la nutrition, dans nos zones d'intervention, verra ses capacités être renforcées sur les différentes politiques, les différents engagements, les différents textes en matière de nutrition qui existent au Burkina Faso. Avec la contribution des organisations de la société civile dans cette lutte, la question de la malnutrition sera résolue. Des OSC qui joueront un rôle de plaidoyer et d'éveil au sein de la population. Aux côtés de ces ONG, le gouvernement. Le ministère de la Santé a adopté et met en œuvre le plan de passage à l'échelle de la promotion des pratiques d'alimentation, de nourrisson et du jeune enfant pour la période de 2013 à 2025. L'adoption en juin 2020 de la politique nationale multisectorielle de nutrition 2020-2029, du plan stratégique multisectoriel de nutrition 2020-2024 constitue l'un des derniers actes forts de cet engagement politique et commun à tous les acteurs en faveur de la nutrition. Ce programme porté par un consortium d'ONG et piloté par Save Children sera mis en œuvre dans 5 pays. Il s'agit du Mali, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Bangladesh et du Burkina Faso. C'est une nouvelle technique que l'IST, l'Institut supérieur des technologies, vient de mettre en place. Success est un outil élaboré pour les étudiants afin de les aider à mieux s'orienter au lendemain de leur baccalauréat. Success concerne aussi les professionnels désirant changer d'orientation dans leur carrière. Le projet a été présenté aux étudiants et aux chefs d'entreprise le week-end dernier au cours d'une soirée cocktail. Benjamin Kwame. Abdul Karim Bandé, directeur campus de l'IST Ouaga 2000, en pleine démonstration de ce que c'est que l'outil Success. Son auditoire, des étudiants de l'Institut supérieur de technologie, des étudiants venus d'ailleurs, des chefs d'entreprise et des futurs entrepreneurs. Tous ont les yeux rivés dans leur smartphone pour suivre un aspect de cet outil d'orientation, un test de tempérament. Vous faites le test de tempérament qui est le même pour tout le monde. C'est un test en ligne. Je pense que les invités de ce soir ont eu l'occasion de l'expérimenter. Il est très aisé à faire et qui va aboutir à 4 tempéraments. Soit vous serez un colérique mélancolique ou un sanguin ou un pacifique. Il y a une combinaison qui peut se faire de ces tempéraments. Et à partir de votre tempérament, nous serons à mesure de vous dire voici les filières où vous devrez faire attention, voici les filières où nous vous encourageons à aller. L'objectif de Success, en clair, est d'aider les nouveaux bacheliers arrivant à l'IST, mais aussi les autres élèves qui souhaitent amorcer les études supérieures. L'idée ici est de les aider à s'orienter dans le bon domaine. L'outil a été conçu dans le but d'apporter une meilleure réponse à la problématique du succès. Voilà pourquoi on l'a baptisé Success. Une des causes de l'insuccès, c'est vraiment le problème de l'orientation. Nous avons beau être brillants, dotés de potentiel, et d'ailleurs je pense que tous les hommes sont dotés de potentiel, mais l'insuccès est dû au fait qu'on n'est pas dans le bon domaine, dans le domaine qui nous correspond. Et nous avons pu nous rendre compte depuis 2018 que la plupart des étudiants qui venaient se renseigner, s'inscrire, ne savaient pas dans quelle filière ils devaient le faire ou avaient des choix arbitraires. Et nous avons commencé dès cet instant à appliquer, en tout cas la démarche que nous avions déjà nous-mêmes acquis en tant que consultant carrière directe. Et c'est ce processus que nous avons affiné, qui finalement est structuré autour de 5 étapes. Ce nouvel outil, qui étend son champ d'action jusqu'au monde professionnel, est révolutionnaire et il mérite d'être encouragé pour être mieux vulgarisé. C'est un outil que je découvre aujourd'hui avec les étudiants. C'est pour cela que je suis venue aussi avec plusieurs collaborateurs pour voir un peu de quoi il s'agit. Et je pense qu'il y a eu un engouement. Il y a eu de l'enthousiasme et même de notre côté. C'est-à-dire c'est le FONER
mais on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement pour les étudiants. Ça peut permettre aussi aux sociétés, aux entreprises d'analyser la position au niveau de l'entreprise, des différents individus, des différents personnels qui y travaillent, de savoir comment travailler avec le personnel qui est autour de soi. C'est aussi très intéressant pour les lycées. Pour les professionnels, l'accent est mis sur la réorientation dans le cadre d'un recrutement ou d'une promotion interne. Le lancement de Success au succès en français vise en somme à éviter que les choix des carrières soient arbitraires. Bientôt, il sera mis en ligne. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée. Demain, rendez-vous ici à 19h30. Au revoir et bonsoir.